Sa voix trancha l'air de la salle de réunion comme une lame. 200 cadres, avocats et actionnaires se tournèrent. Une femme en robe grise toute simple se tenait près de la sortie. Cheveux tirés en arrière. Sans maquillage. Juste un badge usé épinglé à sa poche. Saisie de données. « Qui diable est-elle? » murmura quelqu'un. La mâchoire du PDG, Richard Maxwell, se crispa. Sécurité. Elle ne scia pas. Cette clause sur les fournisseurs transfère la responsabilité. Si vous la signez, l'entreprise portera seule le poids des conséquences. La salle devint silencieuse, et c'est alors que le visage de Richard perdit toute couleur, car il se souvint enfin de qui était sa fille. Une inconnue défiant le PDG le plus puissant de Chicago. Certains pourraient appeler cela du suicide, d'autres de la folie. Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à tout risquer dans une salle remplie de personnes capables de la détruire d'un simple coup de fil? Si vous étiez à sa place, face à un contrat illégal sur le point de détruire 50 petites entreprises, parleriez-vous ou resteriez-vous silencieux? Partagez vos pensées ci-dessous, car cette histoire pourrait changer à jamais votre vision du courage. Grace Porter vivait dans un appartement d'une chambre sur la rive sud de Chicago, où la peinture s'écaillait sur des murs ayant connu de meilleures décennies et où le radiateur claquait pendant les nuits d'hiver comme un fantôme réclamant de l'attention. À 34 ans, elle traversait la vie avec l'invisibilité délibérée de quelqu'un qui avait appris que se faire remarquer signifiait être blessé. Ses cheveux bruns, qu'elle gardait en une simple queue de cheval, avaient perdu l'éclat qu'ils avaient dans une autre vie. Chaque matin, elle marchait 40 minutes jusqu'à Maxwell Industries, car le prix du bus signifiait choisir entre le déjeuner et le dîner. Son bureau était dans un coin du 32e étage, entouré de jeunes employés qui l'appelaient « la fille fantôme » quand ils pensaient qu'elle n'entendait pas. Elle déjeunait seule sur un banc dans le hall, lisant des romans de poche aux couvertures abîmées, achetés à la vente de livres de la bibliothèque. Sa garde-robe se composait de 3 robes de chez Goodwill, de 2 paires de chaussures pratiques et d'un manteau d'hiver avec une fermeture éclair cassée qu'elle avait réparée avec une épingle à nourrice. Dans le tiroir de son bureau, caché sous des piles de formulaires de saisie de données, se trouvait un petit portefeuille en cuir. À l'intérieur, 2 photographies étaient pressées l'une contre l'autre comme des secrets. La première montrait une Grace plus jeune, rayonnante dans un tailleur bleu marine, devant la Cour suprême du Massachusetts. La seconde, plus usée à force d'être manipulée, capturait une jeune femme aux yeux rieurs et au menton déterminé, semblable à celui de Grace. Jennifer, sa sœur, la seule personne qui avait vraiment cru en elle. Grace touchait ses photos chaque matin en arrivant au travail, un rituel aussi nécessaire que respirer. Ses collègues supposaient qu'elle n'avait pas de vie en dehors de son clavier et de ses feuilles de calcul. Ils ne remarquaient jamais la précision chirurgicale avec laquelle ses doigts parcouraient les documents juridiques, repérant des erreurs que des avocats à $1 million rataient. Ils ne la voyaient pas à la bibliothèque juridique le week-end, lisant des dossiers pour des entreprises qu'elle ne représenterait jamais. Grace Porter était invisible et c'était exactement ce qu'il lui fallait. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où elle vit le contrat de Richard Maxwell et reconnut le même langage prédateur qui avait détruit sa vie 5 ans plus tôt. Il y a 5 ans, Grace Hamilton commandait les salles d'audience avec l'autorité naturelle de quelqu'un né pour défendre les sans défense. Associée principale chez Hamilton & Associates à Boston, elle avait bâti sa réputation sur un principe simple. La loi doit protéger les petits des grands, les faibles des puissants. Son cabinet se spécialisait dans les affaires de David contre Goliath, et Grace était leur championne. Diplômée de Harvard Law à 25 ans, associée à 30 ans et à 32 ans, elle était connue comme la chirurgienne des contrats pour sa capacité à disséquer les accords d'entreprise et à y déceler le cancer caché. Son succès avait attiré Daniel Porter, un directeur financier charismatique qui l'avait courtisé avec des fleurs, des poèmes et des promesses de partenariat dans tous les domaines.
Ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie au bord de l'océan, des larmes d'honneur dans les yeux. L'affaire Synergy Corporation aurait dû être son plus grand triomphe. 50 petits fournisseurs étaient venus la voir, désespérés, brandissant des contrats qui étrangleraient lentement leurs entreprises tout en enrichissant les cadres de Synergy. Grace travaillait 18 heures par jour, construisant un dossier qui exposerait non seulement la manipulation des contrats, mais aussi un réseau de corruption s'étendant jusqu'au gouvernement municipal. Elle découvrit des pots de vin, des dessous de table et des documents falsifiés. Et elle découvrit la signature de son mari sur chacun d'eux. Daniel n'était pas seulement le directeur financier de Synergy, il était l'architecte de tout le stratagème. Quand elle l'avait confronté dans leur maison de Beacon Hill, il avait ri. « Tu penses que ta petite croisade compte? J'ai des juges, j'ai des flics. Je t'ai, toi. » Elle avait demandé le divorce et poussé l'affaire plus loin. Mais Daniel avait tout prévu. Ses comptes bancaires furent gelés du jour au lendemain. Sa licence d'avocat fut suspendue sur la base de fausses preuves de corruption. D'anciens clients se présentèrent avec des histoires répétées, prétendant qu'elle avait exigé des paiements pour des résultats favorables. Jennifer fut la seule à rester à ses côtés. Sa jeune sœur, fraîchement sortie de l'école de droit, prête à rejoindre le cabinet de Grace. « On se battra ensemble », avait promis Jennifer, tenant Grace alors qu'elle sanglotait dans les ruines de son bureau. « J'ai des preuves, des enregistrements. Daniel ne sait pas que j'ai tout documenté. » Elles avaient prévu de rencontrer le FBI un mardi matin. Jennifer n'y arriva jamais. La police parla d'un tragique accident, une défaillance des freins par une journée claire, sur une route que Jennifer avait empruntée 1000 fois. Grace savait qu'il n'en était rien. Elle avait appris à Jennifer à toujours vérifier sa voiture, à être prudente, à ne faire confiance à personne dans cette affaire. À l'enterrement, Daniel se tenait au fond, ses yeux croisant ceux de Grace avec un message plus clair que des mots. « Tu es la prochaine. » Cette nuit-là, Grace Hamilton disparut. Elle vida le peu d'argent qu'il lui restait sur un compte caché, acheta un billet de bus pour Chicago et devint Grace Porter. Elle laissa derrière elle son nom, sa carrière et la tombe de sa sœur, n'emportant que 2 photographies et une promesse de ne plus jamais laisser les puissants détruire les innocents. Le rire de Richard Maxwell résonna dans la salle de réunion comme du verre brisé. « Sécurité! Évacuez cette femme délirante immédiatement. Nous n'avons pas de temps pour des fantasmes nés de la pauvreté. » La responsable des ressources humaines, Susan Blake, se leva avec un dégoût théâtral. « Mademoiselle Porter, vous avez violé le protocole de l'entreprise en entrant dans une réunion réservée aux cadres. Vous êtes licenciée sur le champ. » Le directeur financier, Thomas Wright, tapait sur son téléphone. « Je publie ça sur le réseau de l'entreprise. Tout le monde doit voir ce qui arrive quand quelqu'un oublie sa place. » En quelques secondes, les téléphones dans la salle s'illuminèrent de notifications. Grace entendait les chuchotements se propager comme un feu de forêt. Une employée de saisie de données pense qu'elle est avocate. Elle a dû regarder trop de séries judiciaires. Regardez cette robe, probablement du rayon dégriffé de Walmart. Le vice-président des opérations, Michael Chen, se leva et pointa son stylo en or vers elle. Voilà pourquoi nous devons renforcer nos critères d'embauche. On laisse entrer des gens qui savent à peine épeler le mot contrat, encore moins en comprendre un. Les moqueries devinrent plus bruyantes, plus cruelles. Sarah Martinez, la directrice du marketing, fit défiler son écran sur sa tablette. J'ai trouvé son LinkedIn. Diplômé d'un community college, pas d'expérience juridique, dernier emploi, caissière de supermarché. La salle éclata de rire. Elle pense probablement que Judge Judy est un vrai tribunal, lança quelqu'un. Richard leva la main pour demander le silence, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Mademoiselle Porter,
Je comprends que des gens dans votre situation puissent se sentir désespérés d'être remarqués. Mais interrompre des réunions de cadres avec votre imagination n'est pas la solution. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur la recherche d'un emploi qui correspond mieux à vos capacités limitées. Il sortit un formulaire de licenciement, le signant avec panache. En fait, laissez-moi vous aider avec ça. Il lança le papier à ses pieds. Encadrez-le. Accrochez-le dans l'appartement miteux que vous louez. Qu'il vous rappelle ce qui arrive quand on vise trop haut. La diffusion en direct avait atteint plus de 500 spectateurs au sein de l'entreprise. Les commentaires affluaient, chacun plus cruel que le précédent. Renvoyez-la au pool de Dactylos, reine de l'aide sociale en quête d'attention. La sécurité devrait la traîner dehors par sa queue de cheval bon marché. Grace se baissa lentement, ramassant le papier de licenciement. Ses mains restaient instables, bien que les souvenirs d'une autre humiliation publique s'abattaient sur elle. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne fuyait pas. Thomas Wright s'approcha, son parfum entêtant. « Vous savez quoi? Je pense qu'elle nous doit des excuses à tous pour avoir perdu notre temps, insulté notre intelligence et pensé qu'elle avait sa place dans cette salle. » La foule murmura son accord. Richard sourit. « Excellente idée. Mademoiselle Porter, excusez-vous auprès de tout le monde ici, et la sécurité vous escortera gentiment. Refusez, et je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Bien que, franchement, qui vous engagerait? » Grace se tenait au bord de la reddition, la détermination faisant trembler ses mains. Les visages autour d'elle se fondaient en une masse unique de mépris. Leur rire résonnant comme le jour où elle avait vu sa vie s'effondrer dans un tribunal de Boston. Ses jambes flageolaient. Sa gorge était nouée par des larmes retenues. Que faisait-elle? Jennifer était partie. Sa carrière était en cendres. Elle n'était plus personne maintenant, juste Grace Porter, le fantôme qui saisissait des données et déjeunait seul. Le choix intelligent était de s'excuser, de s'éclipser, de survivre un jour de plus dans l'obscurité. Son sac en cuir usé glissa de son épaule, répandant son contenu sur le sol poli. Des stylos roulèrent comme des pensées en fuite. Mais ce fut le petit carnet qui s'ouvrit, révélant une écriture qui arrêta le cœur de Grace. L'écriture de Jennifer, soigneuse et précise, sur une page datée de 2 jours avant sa mort. Grace, souviens-toi de ce que tu m'as appris. La loi n'est pas une question de pouvoir ou de position. Elle est là pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Quand tu auras envie d'abandonner, souviens-toi pourquoi nous avons commencé. Souviens-toi de chaque petit entrepreneur, de chaque famille qui dépend de contrats justes. Chaque personne écrasée par la cupidité des entreprises a besoin de quelqu'un pour se lever, même si ce quelqu'un est seul, surtout dans ce cas. Ne les laisse pas gagner, Grace. Avec amour, Jenny. Je sais que tu voudras fuir quand les choses deviendront difficiles. C'est à ce moment-là que tu dois planter tes pieds et te battre. Tu es plus forte que tu ne le penses. Grace s'agenouilla, ramassant les objets éparpillés avec des mains tremblantes. Le carnet semblait chaud dans sa main, comme si Jennifer venait de le poser. Elle pouvait presque entendre la voix de sa sœur, voir son expression déterminée lors des nuits tardives au bureau, préparant des dossiers pour des affaires qui ne rapportaient rien, mais signifiaient tout. Jennifer, qui, à 25 ans, avait choisi la justice plutôt que des offres d'emploi dans des cabinets d'entreprise. Jennifer, qui était morte parce qu'elle n'avait pas voulu se taire. Grace se releva lentement, le formulaire de licenciement dans une main, le carnet dans l'autre. Elle regarda Richard Maxwell, Thomas Wright, tous les prédateurs en costume coûteux, et vit le visage de Daniel dans chacun d'eux. Des hommes qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance, qui écrasaient les innocents pour le profit et dormaient paisiblement sur des draps en coton égyptien. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, portait une tonalité différente. Pas le murmure de Grace Porter, mais l'acier de Grace Hamilton.
Vous avez 5 minutes pour retirer ce contrat avant que je ne le déchire, clause par clause, devant tout le monde ici. La salle devint silencieuse. Le visage de Richard vira au rouge. Sécurité, maintenant. Mais Grace se dirigeait déjà, non pas vers la porte, mais vers l'écran de présentation où le contrat brillait en police de 40 pointes. Grace s'approcha de l'écran avec la confiance fluide de quelqu'un qui avait commandé 1000 salles d'audience. Ses doigts trouvèrent le pointeur laser que Richard avait laissé tomber et elle commença à disséquer le contrat avec une précision chirurgicale. Section 47B sous section 3. Le non-respect des délais de livraison, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de Dieu, les conflits de travail ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînera la confiscation immédiate de tous les actifs mis en garantie comme collatéral. Traduit du jargon juridique, si un tornado frappe votre entrepôt, Maxwell Industries possède votre entreprise. Elle passa à la page suivante. Section 12A. L'exclusivité s'étend à tous les produits actuels et futurs, aux innovations et à la propriété intellectuelle développées pendant ou après la période du contrat. Ce qui signifie que si vous inventez quelque chose dans 20 ans, Maxwell en est déjà propriétaire. Le point laser encercla une autre clause. Et ma préférée? Section 33C. Le règlement des différends se fera exclusivement dans les tribunaux choisis par Maxwell Industries, avec tous les frais juridiques à la charge du fournisseur, quel que soit le résultat. Vous renoncez à votre droit à une représentation équitable. Thomas Wright s'avança, sa confiance vacillant. Vous interprétez mal un langage commercial standard. Ce sont des protections courantes dans l'industrie. Grace se tourna, et pour la première fois en 5 ans, elle sourit. Le sourire qui rendait les avocats adverses nerveux. Standard dans l'industrie, la loi Sherman Antitrust dirait le contraire, tout comme la Federal Trade Commission. Ce contrat viole au moins 17 lois fédérales et 43 réglementations d'État. Voulez-vous que je les cite individuellement, M. Wright, ou dois-je commencer par les sanctions pénales? Une jeune avocate au fond, Amy Collins, laissa échapper un hoquet audible. « Attendez, cette voix? Cette technique? » Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran, son visage blêmi. « Mon Dieu, c'est elle. C'est Grace Hamilton. » Le nom se propagea dans la salle comme un courant électrique. L'avocate de Boston, celle qui a fait tomber Synergy, mais elle a disparu. On disait qu'elle avait été radiée. Grace plongea la main dans son portefeuille, en sortant une petite carte qu'elle portait tous les jours depuis 5 ans. Sa licence du barreau du Massachusetts toujours valide, portant encore sa photo d'une époque où l'espoir brillait dans ses yeux. Grace Hamilton, avocate, numéro de barreau 3Q77-4511. Et oui, je suis celle qui a rédigé le projet de loi 2847, la loi sur la responsabilité des entreprises, la même loi qui rend les contrats prédateurs comme celui-ci passibles de jusqu'à 100 millions de dollars d'amende et 10 ans de prison fédérale. Elle sortit son téléphone, le mettant sur haut-parleur. La salle entendit la sonnerie 1 fois, 2 fois, avant qu'une voix familière ne réponde. « Jim Patterson, procureur de district. »« Jim, c'est Grace. J'ai les preuves contre Maxwell que vous attendiez. »« Grace, nous sommes prêts. Combien de témoins? »« Environ 200, tous en direct. »« Parfait. Les unités sont déjà en position. Donnez-nous 10 minutes pour sécuriser le bâtiment. » Les sirènes devinrent audibles au loin, de plus en plus fortes. Le visage de Richard passa du rouge au gris. « C'est un piège. Vous ne pouvez pas examiner des contrats de public. » Grace resta calme. « Signaler une activité criminelle quand je la découvre? Je n'ai rien fait d'illégal, Monsieur Maxwell, contrairement à vous. » Les 15 minutes suivantes se déroulèrent comme un désastre chorégraphié. Les agents du FBI envahirent la salle de réunion, leurs badges scintillant, leur voix ordonnant à tout le monde de rester assis. Les demandes de Richard pour son avocat furent accueillies par la lecture de ses droits Miranda.
La tentative de Thomas Wright de supprimer des fichiers sur son téléphone fut stoppée par un agent qui le surveillait depuis 3 mois. Grace leur avait tout donné. Des emails discutant de l'intention prédatrice du contrat. Des enregistrements de cadres riant de détruire des entreprises familiales. Des documents financiers montrant des pots de vin à des fonctionnaires municipaux qui feraient appliquer les termes illégaux. Susan Blake, la responsable des ressources humaines, restait figée à la table de conférence, son formulaire de licenciement pour Grace toujours affiché sur son écran d'ordinateur. « Je ne savais pas », murmura-t-elle à personne. « Je le jure, je ne savais pas. » Mais elle savait. Ils savaient tous. Ils s'en fichaient, tout simplement. Alors que les agents menottaient Richard, Grace s'adressa à la salle une dernière fois. « 52 petites entreprises sont venues me voir il y a 3 mois. Des entreprises familiales construites sur des générations, maintenant menacées de destruction parce qu'elles ont fait confiance aux mauvaises personnes. Elles n'avaient pas les moyens de payer des avocats, pas les moyens de se battre. Alors j'ai combattu pour elles de la seule manière possible, de l'intérieur. » Elle regarda chaque visage, mémorisant la honte, la peur, la prise de conscience de ce qu'ils étaient devenus. Chaque rire, chaque insulte, chaque moment où vous vous êtes moqué de moi au lieu de lire le contrat que vous alliez approuver, tout est enregistré. Pas pour des poursuites, pas pour la vengeance, mais pour que vous puissiez le regarder plus tard et vous demander « Quand suis-je devenu quelqu'un qui rit de la douleur d'un autre être humain? Quand ai-je décidé que le pouvoir donnait le droit de détruire? » Grace ramassa son vieux sac en cuir, rangeant soigneusement le carnet de Jennifer à l'intérieur. L'agent principal du FBI s'approcha avec une liste de questions, mais elle secoua la tête. « Tout ce dont vous avez besoin est dans les dossiers que j'ai envoyés. Témoignages, preuves, enregistrements, j'ai fait ma part. » Elle se dirigea vers l'ascenseur, passant devant Amy Collins, la jeune avocate qui l'avait reconnue. Amy attrapa sa manche. « Mademoiselle Hamilton, attendez. J'ai étudié vos affaires à l'école de droit. Vous étiez mon héroïne. Quand vous avez disparu, nous pensions tous que vous aviez abandonné. » Grace retira doucement la main d'Amy. « J'ai abandonné. Pendant un temps. Parfois, le monde vous brise si complètement que disparaître semble la seule option. » Elle jeta un regard en arrière vers la salle de réunion, où les cadres étaient en état de choc ou en garde à vue fédérale. Mais ensuite, vous vous souvenez pourquoi vous avez commencé. Vous vous souvenez pour qui vous vous battez. Et vous réalisez que la dignité n'est pas une question de victoire ou de défaite. C'est se lever, même quand on est seul. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger carillon. Grace entra, appuyant sur le bouton du hall. Alors que les portes commençaient à se fermer, elle entendit la voix d'Amy. « Que ferez-vous maintenant? » Grace pensa à Jennifer, à la tombe qu'elle n'avait jamais pu visiter, à la vie qu'elle avait perdue et à celle qu'elle avait construite à partir de ses cendres. « Maintenant, je rentre chez moi. » Les portes se fermèrent sur la vision d'Amy Collins, retournant dans la salle de réunion, une nouvelle détermination dans ses pas. Peut-être qu'une personne se souvenant de sa dignité valait plus que 100 apprenant leur honte. L'après-midi à Chicago était frais et lumineux alors que Grace quittait Maxwell Industries pour la dernière fois. Un taxi attendait au bord du trottoir, moteur allumé. Le chauffeur, un homme âgé aux yeux bienveillants, sourit lorsqu'elle s'approcha. « Mademoiselle Hamilton, je suis Tony Gerardi, Gerardi Electronics. Vous venez de sauver l'entreprise de ma famille. » Il lui ouvrit la portière. « Où allons-nous? » Grace leva les yeux vers la tour de verre et d'acier, puis baissa le regard sur la photo de Jennifer qu'elle gardait dans son portefeuille. Le sourire de sa sœur semblait plus large, plus en paix. « Chez moi, » dit-elle, s'installant sur le siège en vinyle usé. « Southside? »
demanda Tony, vérifiant son rétroviseur. Grace secoua la tête. Non, je veux dire vraiment chez moi. Il est temps que je rende visite à ma sœur, que je lui dise qu'elle avait raison sur tout, surtout sur le fait de ne pas fuir. Alors que le taxi s'éloignait du trottoir, elle ne regarda pas en arrière vers Maxwell Industries. Il n'y avait plus rien pour elle là-bas, sauf l'écho d'une victoire dans une guerre vide. Les médias s'empareraient de l'histoire pendant des semaines. Les BS et Chainvigness et Chauvinancière-Boss disséqueraient le contrat. Les blogs juridiques analyseraient sa stratégie. Mais Grace Porter, Grace Hamilton ne verrait rien de tout cela. Elle avait une promesse à tenir devant une pierre tombale à Boston et après cela, 52 petits entrepreneurs à aider à reconstruire ce que Maxwell Industries avait tenté de détruire. Pas en tant qu'avocate, cette partie de sa vie s'était terminée avec Jennifer, mais en tant que personne qui comprenait que parfois, le plus grand pouvoir n'est pas dans la victoire, mais dans la volonté de se lever. À travers la fenêtre du taxi, l'horizon de Chicago défilait comme un rêve qui se dissout. Tony conduisait dans un silence respectueux, jetant occasionnellement un regard dans le rétroviseur avec quelque chose proche de l'admiration. « Ma fille veut devenir avocate, » dit-il enfin. Elle a été acceptée à DePaul. Je n'étais pas sûr qu'on pourrait se le permettre après ce désastre de contrat. Grace croisa son regard dans le rétroviseur. Dites-lui que le droit n'est pas une question d'argent ou de prestige. C'est une question de moments. Des moments où l'on choisit entre un silence confortable et une vérité inconfortable. Dites-lui de choisir la vérité. Toujours la vérité. Même si ça coûte tout. Le soleil se couchait sur le lac Michigan alors qu'il roulait, peignant le ciel de nuances d'ambre et d'or. Grace pensait à la dignité, au prix du silence, au coût de parler. Elle pensait à Daniel, probablement en train de regarder les informations depuis le bureau de coin où il s'était glissé après avoir détruit sa vie. Elle ne ressentait aucune satisfaction à imaginer sa peur, aucune joie à la possibilité de sa chute. La vengeance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cela nécessitait de se soucier des gens qui vous avaient blessé, et Grace avait dépensé cette monnaie pour survivre. Ce qui restait était plus simple. La certitude qu'aujourd'hui, 52 familles dormiraient sans craindre de tout perdre. Aujourd'hui, la foi de Jennifer en la justice avait remporté une petite victoire contre un monde qui semblait déterminé à écraser les innocents. Certaines batailles sont gagnées non pas par le pouvoir, mais par la dignité, non pas par la richesse, mais par la sagesse, non pas par la vengeance, mais par le simple fait de refuser de devenir ce qui a tenté de vous détruire. Grace Porter était entrée chez Maxwell Industries comme un fantôme, invisible et ignoré. Grace Hamilton en sortait en étant elle-même, brisée mais non amère, blessée mais non vaincue, seule mais non impuissante. En fin de compte, c'était peut-être le dernier cadeau de Jennifer. Le rappel que le courage n'est pas l'absence de peur, de douleur ou de perte. C'est continuer à se tenir debout quand le monde vous donne toutes les raisons de tomber. C'est dire la vérité quand le mensonge serait plus sûr. C'est choisir la dignité quand l'humiliation serait plus facile. Alors que Chicago s'estompait derrière elle et que Boston l'appelait chez elle, une question persistait dans l'air du soir. Si vous étiez à sa place, après tout ce qui vous a été pris, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez enduré, pardonneriez-vous? Ou le poids de l'injustice vous transformerait-il en quelque chose de plus dur, de plus froid, de moins que ce que vous étiez destiné à être? La réponse attend en chacun de nous. Dans chaque moment, nous choisissons entre le silence et la parole, entre la dignité et la destruction, entre ce que nous sommes et ce que le monde essaie de faire de nous. Choisissez sagement. Jennifer voudrait que vous choisissiez sagement.